Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce dimanche 13 juillet 2025. Dans les actualités de ce jour, repartons à l'île Sainte-Marie où le président de la République a inauguré quelques infrastructures et justement l'île de Sainte-Marie a bénéficié du plus grand chantier routier jamais réalisé à Madagascar avec la réhabilitation de 89 km sur la route nationale S21. Ce projet a été mené par le gouvernement avec le soutien financier de la Banque mondiale. Il a été officiellement inauguré et remis à la population vendredi dernier par le président de la République, Andry Rajoelina. Grâce à cette nouvelle infrastructure, Sainte-Marie se modernise et renforce son statut d'île parmi les plus attrayantes de Madagascar avec des perspectives importantes pour le développement du secteur touristique. Reportage sur les images de Andrew Ransanjaibé. Depuis l'aéroport jusqu'à Ilo-Madame, en passant par Ambudi-Futach, Lokins, jusqu'à Ambudi-Tafan et le célèbre bassin naturel de baignade de Sainte-Marie, les travaux routiers sont désormais terminés. La réalisation comprend 51 km de route principale, auxquels s'ajoute la grande boucle Ambudi-Futacha jusqu'à Kirir et la petite boucle Ambudi-Futacha jusqu'à Vuilaz, totalisant 34 km. L'ensemble du réseau atteint ainsi 89 km connectant les localités de l'île. Il s'agit de l'un des projets de réhabilitation routière les plus importants destinés à améliorer la circulation et surtout à dynamiser le tourisme. Une grande partie du financement de ce chantier a été assurée par la Banque mondiale. Son représentant résident à Madagascar a précisé que les projets sont définis par le gouvernement, tandis que le rôle de la Banque mondiale est d'apporter un appui financier, notamment pour les initiatives de proximité comme cette route. Depuis quelques années, nous vous accompagnons sous votre demande pour transformer les villes et les localités profondes de Madagascar. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas la Banque mondiale qui vient et qui décide de quoi faire, mais c'est plutôt vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Et vous avez décidé de transformer Nosy-Be, d'appuyer le développement de Nosy-Be et nous vous accompagnons. Nous sommes vraiment fiers d'avoir contribué à la réhabilitation des routes que nous inaugurons aujourd'hui. Grâce à cette infrastructure majeure, l'île de Sainte-Marie peut désormais se comparer à ses îles sœurs, comme les Seychelles en matière de tourisme, a affirmé le président de la République. Il a rappelé que 800 millions de dollars ont été alloués par la Banque mondiale pour soutenir les projets de développement du gouvernement, dont la réalisation de cette RNS 21 fait partie. Outre les travaux réalisés à Sainte-Marie, d'autres localités de la région d'Analansroof et de la côte Est en bénéficient également, comme la route reliant Thomas Naful-Pointe ou encore celle allant de Fenry-Vosnanan à Mananar. C'est avec fierté et émotion que nous sommes réunis ici à Sainte-Marie aujourd'hui pour inaugurer cette route RNS 21 de 89 km. Sainte-Marie, je le dis et je le redis, c'est l'une des plus belles îles de Madagascar. Joyau touristique de notre pays et mérite une telle infrastructure. Monsieur le représentant, je tiens à vous adresser mes remerciements. Merci pour votre engagement personnel et pour le soutien inébranlable que vous et la Banque mondiale apportez au projet de développement à Madagascar. Cette route que nous inaugurons aujourd'hui est un lien qui nous lie et qui réunit. Un lien entre les communautés, un chemin vers le développement tant attendu par la population. Elle symbolise l'espoir et la transformation. Grâce à cette réalisation, Sainte-Marie se transforme. La ville est connectée et gagne en accessibilité, en attractivité et en dynamisme économique. Maintenant, Sainte-Marie pourra valoriser son potentiel touristique, culturel et environnemental. C'est une avancée concrète vers un développement plus inclusif et durable pour cette île unique. Nous constatons que derrière chaque projet soutenu par la Banque mondiale, il y a une vision partagée, celle d'un avenir meilleur pour Madagascar. Vous êtes à nos côtés dans la lutte contre la pauvreté, dans la construction des infrastructures,
dans l'éducation, l'énergie et la protection sociale. Monsieur le représentant, cher Atou, vous êtes un partenaire, un allié de progrès. Et aujourd'hui, ensemble, nous avons laissé une empreinte durable ici à Sainte-Marie. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Ensemble, continuons à construire des ponts, des routes et surtout de l'espoir pour la population malagasy. Le président a également annoncé la réhabilitation du port d'Antirak à Sainte-Marie afin de fluidifier le transport maritime vers l'île. Le développement de l'artisanat indissociable du tourisme bénéficiera aussi d'infrastructures adaptées. L'objectif de doubler la production d'électricité pour l'île de Sainte-Marie a été atteint à travers l'installation d'une centrale solaire d'une capacité de 1 MW. Ce recours à l'énergie propre permet de réduire de plus de 12 milliards d'ariars les dépenses liées au fil lourd. Le président de la République, Ange Rajoelina, a souligné dans son discours que le gouvernement est déterminé à trouver des solutions durables dans l'approvisionnement énergétique à Madagascar. Il a également annoncé qu'il recevrait prochainement les syndicats de la Jirama pour écouter leurs doléances et expliquer la situation actuelle de l'entreprise. Toujours un reportage sur les images de Indra. Sainte-Marie bénéficie d'un ensoleillement abondant tout au long de l'année. Le gouvernement actuel a transformé cet avantage naturel en énergie au profit de la population. C'est ainsi qu'a été mise en place cette centrale solaire s'étendant sur 1 hectare et capable de produire jusqu'à 1 MW d'électricité. Cette infrastructure permettra d'éliminer les coupures fréquentes, notamment en journée, et de réduire jusqu'à 12,5 milliards d'ariars les dépenses en carburant, l'île dépendant auparavant à 100% d'une centrale thermique. Le président a particulièrement insisté sur l'importance de la production énergétique en évoquant la situation de la Jirama. Il a réaffirmé sa volonté, ainsi que celle de son gouvernement, de redresser cette entreprise. Il a appelé les employés de la Jirama, prêts à collaborer, à travailler main dans la main avec l'État. Toutefois, il a dénoncé ceux qui politisent les mouvements de grève en leur donnant une dimension politique, déclarant qu'il ne les tolérera pas. Le chef de l'État a également annoncé qu'il rencontrera et écoutera les syndicats de la Jirama dans son discours ici à Sainte-Marie. Lors de son passage à Sainte-Marie, le président n'a pas oublié l'aspect social en lançant l'opération Vaccins. Pas moins de 800 tonnes de riz et des paniers garnis ont été distribués à 4000 familles vulnérables et défavorisées de l'île, accompagnés de kits solaires. Par ailleurs, en réponse à la demande du maire, le président a promis de remettre 5 camions-bennes pour la collecte des ordures pour la ville de Sainte-Marie. Dans les actualités de ce jour également, à Antsirabe, un incident s'est déclaré ce matin aux centrales de production d'électricité Vestop situées à Mbalava, Antsirabe, et a duré environ 2 heures. Cette situation a entraîné une coupure générale d'électricité. Plusieurs équipements ont été endommagés par les flammes et une enquête est actuellement en cours selon les responsables, rapportés par Jamson Rajanarman, notre correspondant à Antsirabe. Ce matin, aux alentours de 7h30, un incendie s'est déclaré au centre de production électrique Vestop, à Mbalava, qui alimente l'entreprise Jirama. Cette centrale assure la fourniture d'électricité de toute la ville d'Antsirabe, ce qui a provoqué une coupure de courant généralisée dans la région. La centrale Vestop située à Mbalava produit 8 MW d'électricité et fonctionne quotidiennement. Lors de notre passage sur les lieux, plusieurs responsables étaient en train de mener une enquête sur les dégâts causés par l'incendie. Des réparations seront entreprises une fois l'enquête terminée. Dans un tout autre sujet, parlant environnement, comme déjà rapporté dans les médias la semaine dernière, la forêt humide de l'Est de Madagascar a été retirée de la liste rouge des patrimoines mondiaux en péril lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Paris, en France. Selon les explications du ministre de l'Environnement et du Développement durable, cette réussite est le fruit d'une volonté politique forte et d'un leadership éclairé ayant permis la mise en œuvre de diverses stratégies. Ce retrait devrait, selon lui, attirer les investisseurs et redynamiser le secteur du tourisme à Madagascar. Reportage de Mirvolat Sferen. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a réaffirmé lors de son passage sur la télévision nationale hier que le retrait de la forêt humide de l'Est de la liste rouge des patrimoines en danger
constitue une victoire majeure pour Madagascar. Il a précisé que c'est grâce à la volonté politique et au leadership du président actuel que plusieurs stratégies et actions ont pu être menées avec succès, permettant ainsi de franchir toutes les étapes nécessaires à ce retrait. Parmi les éléments clés de cette réussite, le ministre a souligné la législation sur les aires protégées, le renforcement des sanctions contre les trafiquants de ressources naturelles, l'amélioration des équipements et des technologies utilisées et la consolidation des collaborations avec les communautés locales, véritables gardiens de la biodiversité. Au-delà de l'aspect environnemental, le retrait de la forêt humide de l'Est de la liste rouge apportera également des retombées économiques, notamment par le développement de tourisme et l'attraction des investisseurs de divers horizons. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, accompagné de ses techniciens spécialisés en protection de l'environnement, a joué un rôle de premier plan dans toutes les étapes menant à ce retrait. Mais ils n'ont pas agi seuls. Ce succès est aussi le fruit d'une collaboration étroite avec d'autres ministères et institutions publiques, ainsi qu'avec les chercheurs, techniciens, scientifiques, ONG, société civile, l'UNESCO et surtout les communautés locales. Le ministre Max Anderina-Fontaine a exprimé sa profonde gratitude à tous ses partenaires lors de son intervention sur la télévision malagasy hier. Toujours dans cette page sociale, parlons à présent création d'emplois. Le projet Pro-Agro-Youth vise à soutenir les jeunes en milieu rural à travers la création d'emplois. Il s'agit d'une initiative de l'Organisation internationale du travail en partenariat avec le ministère du Travail et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif est de permettre aux jeunes agriculteurs d'avoir un emploi durable et décent. Ce soutien s'inscrit dans une vision humaine conforme à la politique générale de l'État. Le point avec Fenra Coutarsoul. Plus de 1700 jeunes ont déjà bénéficié du projet Pro-Agro-Youth mis en œuvre par l'OIT et exercent aujourd'hui un emploi. Parmi eux, plus de 950 ont accédé directement à un emploi et plus de 750 ont réussi à créer leur propre activité de manière autonome. Ce projet offre à la fois des emplois directs et des opportunités de création d'activités en soutenant les jeunes agriculteurs et éleveurs aussi bien en milieu rural qu'urbain, à travers des formations adaptées à l'évolution actuelle. Le projet facilite également la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi en aidant les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat, en les informant sur le marché du travail et en alignant les formations reçues avec les compétences réelles demandées pour un impact rapide et efficace. Cette année, le projet entre dans sa deuxième phase. Un atelier de concertation s'est tenu à cet effet à Antananarivo depuis le 11 juillet, réunissant l'OIT, le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les acteurs concernés pour discuter de la poursuite de la collaboration en faveur de l'emploi décent des jeunes à travers toute l'île. Des ateliers ont également été organisés à Batolimp et à Antirabé du 7 au 11 juillet pour suivre et évaluer les jeunes ayant déjà bénéficié du projet. Puisqu'on parle d'emploi, après avoir quitté ses fonctions de secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Serge Gelé, aujourd'hui à la retraite, est retourné dans sa région natale à Feneri-Vest, dans la région Analandsroof. Depuis plus d'un an, il s'est entièrement consacré à la pisciculture. Aujourd'hui, certains de ces tilapia atteignent un poids de 500 grammes. Ce reportage vous fait découvrir l'élevage de poissons entrepris par l'ancien secrétaire d'État. C'est ici à Feneri-Vest, dans ce grand bassin, que le général Serge Gelé, ancien secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, élève ses poissons. Il y a 1 an et 4 mois, il a commencé avec environ 5000 alevins. Leur alimentation se compose de restes de manioc, de feuilles de patates douces, de son de riz, des bananes et parfois de provonde. Aujourd'hui, certains poissons atteignent jusqu'à 1 demi-kilo. Misy vatomizana 2 kilos. Presque 2 kilos zany ny trondro efatra. Raha ohatra zany atao heritaona sy efa-bolana eo zany ny ompina anazy, apombo, ravomanga, sonambo, tamin'ny fahavalany sonambo dia ampalibe. Dia tsy indraindray manome provandy. Azo eritreretina zany fa afaka mampiakatra bokatra atsika fa ny androany moa zany karazany mbola natao expérience fotsiny ty tamity afahana mijery ny angezan'le trondro. Ahitatsika proof zany zao fa ny fiompiana trondro dia azo atao tsara, toerana moa malalaka, eo amin'ny 5,000 eo zany ny zana trondro na lefa tato. Fa miteraka moa izy reto
satria anatin'ity lapialy miteraka fa tsy le monosexe mba manome ohatra ho an'ny tanora hoe azo atao tsara miompy trondro, azo atao tsara ny mivelona amin'ny fiompiana trondro. Le général Serge Gelé prévoit ainsi d'augmenter sa production prochainement. Il encourage les jeunes et les agriculteurs à se lancer dans cette activité en affirmant que la pisciculture est une activité rentable et durable à condition de s'y consacrer sérieusement. Dans la page sociale, parlons santé. Le ministère de la Santé publique poursuit la réforme de son système de santé en s'appuyant également sur des partenariats avec le secteur privé. La semaine dernière, le ministère a officiellement reçu de nouveaux équipements fournis par un partenaire privé destinés à être distribués aux grands hôpitaux. Il s'agit de matériel destiné à renforcer les capacités des laboratoires d'analyse médicale. Une démonstration technique sur l'utilisation de ces équipements ainsi qu'un échange d'expériences ont été organisés avec les équipes de l'entreprise Proximed Ltd. Grâce à ces nouveaux équipements, les populations n'auront plus besoin de se déplacer en dehors de leur district pour effectuer certains examens médicaux. L'objectif de ce partenariat est de fournir des solutions médicales durables et fiables dans les régions. Selon les responsables, ce type de collaboration témoigne d'une volonté commune de renforcer le système de santé à Madagascar. Dans l'actualité internationale de ce soir, dès le 1er août, Donald Trump imposera des droits de douane de 30% sur les biens importés aux États-Unis en provenance de l'Union européenne et du Mexique. Les détails avec France 24. Nouvel épisode dans la série des droits de douane imposés par Donald Trump. Alors que des négociations étaient en cours, le président américain menace désormais d'imposer 30% de droits de douane à tous les produits européens dès le 1er août, soit dans 3 semaines. De quoi faire bondir les dirigeants du vieux continent, notamment la Commission européenne, qui négocie pour les pays de l'Union et menace de répliquer. Des droits de douane de 30% sur les exportations de l'UE nuiraient aux entreprises, aux consommateurs et aux patients des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à travailler en vue d'un accord d'ici le 1er août, tout en étant prêts à sauvegarder les intérêts de l'UE sur la base de contre-mesures proportionnées. Cette annonce survient après des semaines d'engagement intense de la Commission dans les négociations avec les États-Unis sur la base d'une offre solide et de bonne foi. Dans l'unité européenne, il revient plus que jamais à la Commission d'affirmer la détermination de l'Union à défendre résolument les intérêts européens. Dans les négociations, les discussions mentionnaient plutôt des droits de douane de 10%. L'Allemagne est particulièrement inquiète. Son industrie exporte beaucoup aux États-Unis, notamment l'automobile, la chimie et la pharmacie. Donald Trump estime que le déficit commercial de son pays vis-à-vis de l'Europe est trop important, mais les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt à appliquer des droits de douane si élevés. Après avoir menacé l'Union de 20 puis 50% de droits de douane, il s'agit alors peut-être d'une ultime menace pour forcer les négociations à aboutir. Donald Trump pense qu'il peut peut-être obtenir un accord en menaçant d'escalade. Mais je pense que cela se retournera contre lui et que ce qu'il a signifié à l'Union européenne, c'est que tous les efforts que la Commission européenne a déployés pour essayer de négocier un accord n'ont rien signifié pour lui. L'an dernier, l'Union européenne a exporté pour 606 milliards d'euros de biens vers les États-Unis. Et depuis mercredi, indépendantistes et loyalistes sont à Paris pour un sommet censé tracer un avenir politique et économique pour la Nouvelle-Calédonie, un an après les émeutes meurtrières. Un accord inédit, dont les détails ne sont pas encore connus, a été trouvé signé. Reportage. Ce matin, sur le marché municipal de Nouméa, les habitants interrogés espèrent que l'accord signé hier permettra à la Nouvelle-Calédonie de se reconstruire et d'apaiser les tensions. Les choses finalement, elles vont plutôt aller dans le bon sens. On avait vraiment besoin de cet accord parce que l'économie du territoire était vraiment en berne et que tout le monde attendait de la part de nos élus quelque chose de fort, quelque chose qui pouvait unir tout le monde. Après 10 jours de négociations et de multiples rebondissements, l'État français et les forces politiques calédoniennes ont trouvé un accord pour définir l'avenir de l'île, avec notamment l'inscription dans la Constitution d'un État de la Nouvelle-Calédonie et l'ajout à la nationalité française d'une nationalité calédonienne. Un accord historique, selon le président de la République. Vous avez beaucoup mieux d'ailleurs que nous ne l'esquissions il y a 10 jours ici.
permis de donner un cadre d'avenir institutionnel pérenne et évolutif, pour reprendre la formule, qui évite à nouveau la fracture. Le projet d'accord doit encore être entériné. Les Calédoniens seront consultés en février 2026 et certains sont encore sceptiques. On est un peu dans le flou, donc on va voir comment ça va se passer, mais au final, on verra bien, quoi. En fait, c'est ça, quoi, au jour le jour, quoi. Sur place, le projet est loin de faire consensus pour le moment. Plusieurs personnalités locales dénoncent déjà cet accord. Restons toujours en France. Dans son discours aux armées, dimanche soir, le chef de l'État français devrait faire des annonces majeures en matière de défense, a annoncé l'Élysée. La veille, le chef d'état-major des armées a évoqué la menace durable de la Russie contre les pays européens, le désengagement américain, l'Ukraine, la désinformation ou encore la lutte contre le terrorisme. France 24. Un discours aux armées à la veille du défilé militaire du 14 juillet. Un discours centré sur le besoin d'un effort de défense et la réactivité de l'armée. Vendredi déjà, le chef d'état-major des armées s'est exprimé sur les menaces qui pèsent sur la France. Il affirme que la principale est la menace russe, Moscou ayant désigné Paris comme son adversaire principal. La Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français? Je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose qui est utile. En revanche, je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. Le président de la République devrait donc tirer des conséquences concrètes de ces menaces selon l'Élysée, avec notamment une nouvelle hausse du budget de la défense qui pourrait être annoncée. Depuis 2017, ce budget est déjà passé de 32 à 50 milliards d'euros par an, soit une hausse de 56%. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit aussi une augmentation annuelle du budget à hauteur de 3 milliards d'euros par an. Mais même avec ces efforts, la France ne consacre que 2% de son PIB à la défense, alors que les pays de l'OTAN se sont fixés pour objectif d'atteindre 3,5%. L'effort pour y parvenir est donc encore important. Autre annonce majeure attendue, la question de l'engagement militaire. Un service national sur la base du volontariat est à l'étude selon l'Élysée. Le président devrait apporter plus de précisions dans son discours et des conclusions sur ce sujet doivent être rendues à l'automne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre une émission spéciale où nous avons invité le doyen des sénateurs, Jay Manzar et Jean André, qui sera reçu par Jean-Claude Indjemalal. Sur ce, très bonne soirée, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.